Donc l'objectif, c'est d'abord de vous sensibiliser, si ce n'est déjà fait, et de rentrer un peu plus dans le détail sur comment le climat va se modifier dans les années à venir et impacter l'agriculture sur nos territoires. Et vous faire également découvrir rapidement, parce qu'on n'a que 45 minutes à 1 heure devant nous, euh, pour approfondir ce sujet qui est très complexe, vous présenter quelques outils qui existent, qui vous aideront à voir l'impact que vous allez avoir sur votre exploitation et réfléchir comment y faire face, comment vous adapter. Donc, posez bien vos questions au fur et à mesure. On les fera remonter si besoin, ou alors on attendra la fin pour y répondre en fonction des questions. Et voilà, on aura vraiment un temps un peu plus d'échange libre à la fin. Et du coup, le webinaire est enregistré. Alors, on va voir dans un premier temps que le changement climatique se fait déjà sentir depuis les 10 dernières années en France. On va voir également quels sont les changements futurs qu'on va avoir, quels sont les phénomènes qui vont s'amplifier au niveau de la France, mais aussi au niveau de votre exploitation. Donc, je me baserai sur l'exemple de la ville de Valence, puisque c'est là qu'est notre agence, et on verra pour comment on peut avoir des variations territoriales également, et quels sont les impacts de ces changements ensuite sur les productions à venir. On va parler aussi de comment identifier les leviers d'adaptation les plus pertinents pour les adapter sur votre exploitation. Et enfin, comment le CERF France peut vous accompagner dans cette réflexion et dans cette démarche d'adaptation. Donc, les conséquences qui sont visibles. Donc, on a chaque année depuis 10 ans à peu près des aléas qui sont de plus en plus marqués, de plus en plus violents et de plus en plus récurrents. Vous l'avez bien sûr déjà vu sur vos exploitations. Je me suis limitée là à vous présenter le passé récent depuis l'année 2019. Et donc là, on voit un petit peu des impacts sur différentes filières en fonction des années. Donc on peut voir qu'en 2019, déjà, on avait une sécheresse très forte qui a impacté le nord-est, des gels printaniers dans le centre et le nord-est, et des orages violents un petit peu sur toute la surface de l'Hexagone. Et du coup, surtout des cultures pérennes et des fourrages qui ont été impactés. En 2020, la sécheresse était présente surtout sur le Grand Est et la Bourgogne, et des grêles localisées, donc notamment sur la vallée de la Drôme, hein, qui a fortement impacté nos cultures pérennes et nos vergers. Mais il y a aussi eu des impacts sur les déficits fourragers, en fait, pour tout ce qui était élevage, des baisses de production de céréales, des baisses de rendement sur les betteraves, etc. Et on a eu également du gel en 2021, des fortes pluies de juin à juillet 2021, qui ont impacté les cultures pérennes, la production de fourragères, de légumineuses, etc. Et notamment aussi donc, la grippe aviaire. Donc on n'a pas d'éleveurs présents avec nous dans ce webinaire-là, mais le changement climatique impacte aussi fortement, bien sûr, l'élevage et les zoonoses de ces élevages. Si on part après sur l'année 2022, encore du gel tardif, des sécheresses, cette fois exceptionnelles sur quasiment tout le territoire, et qui s'est poursuivi en automne et en hiver, ce qui est assez rare parce que principalement, jusqu'à maintenant, les sécheresses étaient fortes pendant l'été, mais avec l'arrivée de l'automne, on avait à nouveau des pluies. En fait, on a des phénomènes maintenant où la sécheresse perdure même à l'hiver. Et un sud de France, du coup, très, très impacté, avec des températures également, des pics de température, avec des températures létales, du coup, pour les bovins, donc à passer à une certaine température. Un développement à nouveau de la grippe aviaire. Pareil en 2023, avec un automne très chaud, mais cette fois de fortes pluies à l'automne. Et en 2024, on vient de le voir passer, donc ça, c'est encore très frais dans notre tête. Un hiver, un automne très doux, des inondations très fortes dans le nord de la France, du gel tardif, de la grêle, des orages violents, voilà, un printemps pluvieux, donc voilà, un peu toutes les cultures impactées cette année-là. Et notamment chez nous, mais voilà, mais c'était vraiment présent un petit peu dans toute la France. Et on peut voir aussi qu'en fait, on a tendance à rapidement oublier les années d'avant et la disparité des phénomènes, hein, puisque là, on a en 2024 une heure de France qui est complètement sous l'eau, alors qu'en 2019, ils étaient sous une grosse sécheresse, quoi. Donc, c'est intéressant aussi de se remémorer le passé récent et de voir la diversité des situations qu'on a, et puis que les impacts, en fait, ils se répercutent chaque année et qui deviennent de plus en plus intenses.
Et du coup, ça nous permet après de nous projeter sur le moyen et long terme en se disant, bon, ok, on a déjà des changements qui sont en cours et on n'avait pas ça il y a 30-40 ans. Et qu'est-ce que ça va donner du coup à des horizons plus lointains? Du coup, ce qu'il faut se préparer à avoir, c'est un monde à plus 3 degrés. C'est en général ça qu'on nous présente, plus 3 degrés en 2100. Quand on dit plus 3 degrés, là, on se base par rapport aux années 1850. Donc ça, c'est des simulations qui sont validées avec le Météo France, hein, notamment, qui fait des références à ce sujet-là, en se basant sur les simulations climatiques mondiales. Et donc ça, c'est une simulation qui est, si on ne fait rien de plus que ce qui est déjà mis en place comme politique publique aujourd'hui. Et ça nous donne en revanche une France, elle, qui sera à plus 4 degrés. Donc quand on parle d'un réchauffement climatique mondial, c'est pas la même chose que ce qui se passe en France, parce qu'on a, voilà, on a certaines spécificités géographiques qui fait que notre climat à nous se réchauffe plus vite que la moyenne du globe. Donc nous, on va atteindre un plus 4 en 2100. Et on estime que en 2023, c'est plus 1,7 degré qui était atteint à cause du réchauffement anthropique, en fait, l'activité anthropique qui a entraîné un réchauffement de plus 1,7. Donc ça, on y est déjà. Et donc, on va atteindre un plus 4 en 2100. Il faut savoir, donc ça c'est un scénario qu'on appelle un scénario track. On vous enverra après le webinaire un mail avec des références un petit peu pour si vous voulez creuser le sujet. Mais du coup, voilà, c'est un scénario qui est planétaire, qui se base sur plus de 17 scénarios et simulations différentes avec des références différentes. Et c'est un scénario qui est plutôt modéré, c'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui sont plus pessimistes que celui-là, d'autres qui sont plus optimistes, mais celui-là, c'est vraiment un scénario modéré, donc c'est très très crédible qu'on atteigne ce plus 4 degrés, en fait, il faut vraiment s'y attendre, et il se peut qu'on soit même à plus se réchauffer que ça, parce que récemment, le GIEC a notamment constaté qu'en fait, on se réchauffait beaucoup plus vite que ce qu'ils avaient prévu et qu'il y avait des phénomènes d'accélération de ce réchauffement qu'ils n'avaient même pas prévu. Donc voilà, il faut bien se dire que c'est pas du tout catastrophique ce qu'on est en train de montrer là, c'est une réalité qui va arriver à minima. Il faut aussi bien comprendre du coup qu'on a une disparité à l'échelle des territoires et des saisons. Donc on a vu qu'on a une disparité entre le monde et la France, mais c'est aussi vrai au sein de notre territoire français. Donc si on prend par exemple la donnée du réchauffement climatique, donc là on compare une donnée de référence qui est de 1976 à 2005. Et on voit qu'en fait, à l'horizon 2100, la France ne se réchauffe pas pareil partout. On a le sud-est qui est beaucoup plus impacté que toute la partie nord-atlantique. Et les reliefs se réchauffent davantage que les plaines. Donc ça, c'est notre réalité à l'échelle de l'année. Donc on peut voir qu'on a une disparité de territoire sur l'année. Et si on regarde à l'échelle des saisons, là, on peut voir qu'il y a une très forte disparité, avec un réchauffement qui est beaucoup plus intense en été que ce qu'il est en hiver. Et du coup, la disparité entre les régions en été est encore plus importante et encore plus marquée. Euh, et du coup, voilà, qui est vraiment très impactant. Donc, parler de réchauffement global sans aller dans le détail de qu'est-ce qui se passe par saison et qu'est-ce qui se passe par territoire, ça ne permet pas de prendre la réalité de ce qu'ont vivre les Français. Et donc, par exemple, c'est intéressant d'aller voir sur notre schéma qu'est-ce qui se passe ici dans les Alpes. Hein, on a des réchauffements qui peuvent aller à plus 15, plus 16, plus 20 degrés. Alors que si on regarde la pointe de la Normandie, là, on a peut-être quasiment pas de réchauffement pendant l'été, ou très faible. Donc, c'est vraiment important voilà, de regarder cette disparité de territoire parce que la réalité vécue n'est pas la même pour tous les Français et elle ne sera pas la même dans le futur et donc elle ne sera pas la même pour tous les agriculteurs. Si on regarde la pluviométrie, donc c'est un autre bon exemple, et ça montre aussi une autre chose qui est la notion d'incertitude. Donc quand vous avez un territoire assuré, donc toute cette partie-là, en fait, ça montre que les, les références et les scénarios ne sont pas suffisamment
solide pour dire il va y avoir telle ou telle tendance. Donc c'est le fait d'avoir 17 scénarios. S'il y a trop de scénarios qui sont pas d'accord, on va dire qu'on a une incertitude du coup et qu'on ne peut pas avoir de vraies projections là-dessus. Donc on peut voir que sur les précipitations annuelles à l'échelle du territoire, bah, c'est pas vraiment important le changement qui va se passer. Par contre, si on regarde la simulation sur l'hiver ou la simulation sur l'été, là, on peut se dire que c'est marqué et qu'il y a une forte disparité entre le nord-est et le sud-ouest cette fois. Avec un nord-est qui a une forte augmentation des précipitations en hiver et à l'inverse, un sud-ouest qui a un fort déficit en précipitations en été. Et voilà, et ça c'est marqué, et l'incertitude est assez faible, sauf sur certains territoires où là, bah, on va moins se dire que c'est sûr que c'est ça qui va se passer. Donc après, à chaque fois, bah, nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe vers chez nous ici, quoi, sur notre zone, sur nos départements, et on voit qu'on a un petit peu souvent la croisée des modèles, hein. On le verra plus tard encore. Donc, je vous le disais, nos départements, en fait, ils sont à la croisée de plusieurs simulations et aussi parce qu'en fait, on est à la croisée de plusieurs climats historiquement. Donc, vous savez, vous rappelez vos cours de collège, on a des climats océaniques, continentaux, de montagne ou méditerranéens. Et en fait, nos trois départements, Vaucluse, Drôme et Isère, là, on voit qu'on est vraiment à la croisée du climat méditerranéen et des climats semi-continentaux ou continentaux. Et du coup, on a une zone d'influence un petit peu mitigée. On va avoir un petit peu une diversité selon les territoires déjà de climat et aussi d'influence qui fait que les changements vont être moins nets en fait dans le futur. Donc il faut garder ça en tête. Et en plus, sur notre territoire, on a une forte variabilité de relief. Et on a vu tout à l'heure que selon les reliefs, les changements notamment de température ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, on va avoir également, on peut pas parler de, voilà, notre territoire Serre-France-Dauphiné-Provence, il va se passer ça, parce qu'en fait, on a une trop grande diversité de nos territoires, avec du climat de plaine au centre voilà, de la vallée du Rhône, où on va avoir beaucoup de vent, mais moins l'influence du relief, et au contraire, des zones très relief, avec moins de vent, mais voilà, d'autres problématiques de pluviométrie, etc. Et le territoire du Vaucluse, carrément, avec un climat beaucoup plus marqué méditerranéen, donc une influence différente. Donc ça, c'est important de le garder en tête et de se dire qu'on va avoir des incertitudes aussi par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que par contre, on va avoir une augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes qui vont s'intensifier. Et ça, c'est le cas sur la planète entière. Ça, on peut se dire que tous les modèles sont d'accord là-dessus. Donc, il faut qu'on fasse nos projections climatiques de manière territorialisée et qu'on aille en fait du modèle de climat global réalisé par nos chercheurs à des échelons de climat régionaux, donc là c'est plutôt à l'échelle du pays, puis aller affiner à l'échelle vraiment territoriale, et on va voir qu'on va aller à une échelle de 8 km² quand nous on va faire nos simulations climatiques pour vous accompagner. Et du coup ça c'est des données qu'on prend qui sont les données de la DRIAS, hein, donc on vous mettra le site aussi, si vous êtes curieux, que vous voulez aller voir un petit peu ce que ça va donner, les données brutes. Mais voilà, c'est des données qui sont consolidées à l'échelle locale, en fait. Il y a une notion qui est importante également, c'est la notion d'indicateur. Et c'est ça qu'on va venir analyser pour voir comment le changement climatique va nous impacter. Donc on a des indicateurs qui sont climatiques, donc c'est ceux dont tout un chacun entend parler au quotidien, hein. Donc on appelle ça les indicateurs climatiques. Donc par exemple un cumul annuel de précipitations, c'est l'exemple que je vous ai mis là, c'est un indicateur climatique parce que il influe, voilà, c'est juste le climat qui joue et qui influe tout un chacun voilà, donc on a un cumul de température, des cumuls de pluviométrie. Là, c'est un cumul annuel de précipitations en France et c'est des données historiques qu'on compare d'une année sur l'autre. Donc, on peut voir que, par exemple, 2022, c'était une année qui était dans les plus sèches jamais enregistrées depuis qu'on a commencé à faire de la météorologie. Et en revanche, 2024, à l'inverse, c'était une des années les plus pluvieuses jamais enregistrées. Et 2023 brillait par sa normalité relative de cumul annuel de précipitations. Et encore une fois, je vous redis bien que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des phénomènes extrêmes d'inondation, de pluie intense, etc. On parle de cumul annuel moyen. Donc, ça dit tout et rien en fait quand on regarde la réalité ou sur notre territoire.
Il y a aussi un autre indicateur qui va plus vous intéresser particulièrement, c'est les indicateurs agroclimatiques. Et donc, c'est ceux qui ont une incidence sur la production agricole directement. Donc, par exemple, la date du dernier jour de gel va avoir une forte implication pour vous qui êtes arboriculteur. Et du coup, c'est un indicateur qui va être très recherché. D'autres exemples, ça serait l'inconfort thermique pour les vaches laitières, parce qu'il y a des températures à partir desquelles elles souffrent, et du coup, ça entraîne une quantité de lait produite moindre. Et si on dépasse les 35 degrés, carrément, c'est des températures qui peuvent entraîner la mort des animaux. Un autre exemple pour la viticulture, ça va être l'indice de fraîcheur des nuits parce que ça va jouer sur la phase de maturation du raisin. Donc entre le 1er et le 30 septembre, c'est la fraîcheur des nuits va empêcher le raisin de mûrir et donc du coup bloquer cette maturation. Donc c'est un autre indicateur agroclimatique intéressant selon les productions. Et enfin, on a les indicateurs phénoclimatiques. Donc ce sont les indicateurs qui ont une influence dont leur modification va avoir une influence sur les stades de développement de la végétation. Donc la croissance des plantes, des céréales par exemple, la pousse de l'herbe, ou encore la vernalisation pour l'entrée en floraison des vergers. Donc là, l'objectif, ça va être de vous présenter des exemples d'agro-indicateurs, enfin d'abord d'indicateurs climatiques qui sont issus de l'outil Climadiac Commune. Donc c'est un outil qui est en libre accès, que vous pouvez aller voir en autonomie. Là, j'ai fait des simulations donc, à un horizon 2050, donc c'est-à-dire un plus 2,7 degrés, hein, avec les simulations que je vous avais présentées au début, et sur la zone de Valence, donc à une échelle de 8 km², hein, encore, donc je l'ai centré sur notre agence. Et donc on va avoir en fait sur cet outil des indicateurs climat, risques naturels, impact sur la santé, parce que c'est des citoyens aussi, hein, quand il y a des journées des nuits caniculaires, etc., ça a un impact sur notre santé, et des indicateurs agriculture. À chaque fois, en fait, on va avoir une valeur de référence, qui est la valeur historique entre 76 et 2005, et ensuite on va avoir des valeurs basses, des valeurs hautes et une médiane. Donc c'est la moyenne des données qu'on va avoir. Et donc pour que cet indicateur donné nous donne une information fiable, il faut que la médiane, elle soit bien située entre la valeur la minimale et la plus haute, et aussi que l'ensemble des données soit au-dessus, soit en dessous de la référence, parce que sinon, ça veut dire que c'est pas complètement fiable et qu'on ne peut pas tirer de vraies conclusions de cet indicateur-là. Est-ce que ça va jusque-là? Je ne vous perds pas, vous arrivez à suivre? N'hésitez pas à poser vos questions et à demander des clarifications s'il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui vous empêche de suivre. Donc, un exemple de simulation sur les indicateurs climatiques. Je n'ai pas remis tout le détail, c'est plus pour vous donner des ordres d'idées de ce qui va se passer donc, sur la commune de Valence. C'est qu'en moyenne, on a une augmentation entre 1,5 et 2,5 des saisons, mais que c'est surtout l'été où on a une grosse augmentation de la température à plus 3 degrés à l'horizon 2050, hein, donc c'est un peu moins élevé que les plus 4 que j'annonçais notamment à l'échelle de la France à l'horizon 2100. On a une baisse du nombre de jours de gel, donc on n'a plus que 15 jours de gel par an contre 30 actuellement. On a une augmentation forte de la quantité et du nombre de jours de précipitations en hiver et au printemps, et une baisse probable, là c'est moins marqué, de la quantité et du nombre de jours en été et à l'automne. Au niveau des risques naturels, on a une augmentation toutes les saisons du nombre de jours où il y a des fortes précipitations et des risques naturels associés, donc inondations et compagnie. Donc peu importe les saisons, il peut y avoir des phénomènes extrêmes, c'est ça que ça veut dire. On a une augmentation du nombre de jours avec des risques d'incendie forts, donc forte sécheresse notamment, hein, qui impacte ça. Donc on double carrément, on passe de 6 à 12 jours par an avec des risques forts d'incendie. Et on a une sécheresse du sol qui est à peu près stable sur l'hiver et au printemps, mais qui par contre va doubler en été à l'automne. Et donc ça, on va avoir des grosses implications sur vos exploitations.
Et pour la santé, ben, donc, ce qui peut avoir aussi un impact sur vos exploitations, notamment en phase, par exemple, de récolte des vergers ou pour les vendanges, c'est les jours très chauds où on passe au-delà de 35 degrés. On passe quand même en moyenne de 1 à 9 jours par an au-dessus de 35 degrés et on pourrait même monter jusqu'à 14 ans maximal de simulation. Donc là, on voit que c'est vraiment des conséquences qui vont affecter notre vie quotidienne et le travail très fortement. Et si on regarde les nuits, là, c'est carrément de 12 à 40 nuits très chaudes par an. Donc c'est voilà, là on se dit qu'on a des choses assez marquées. Si je regarde maintenant les indicateurs agroclimatiques sur cet outil, qui est Climadiag Commune, on peut voir qu'en hiver et au printemps, c'est pas vraiment marqué sur les jours consécutifs par saison sans précipitation. Par contre, en été et à l'automne, c'est beaucoup plus marqué, même si on a voilà, des minimales qui peuvent rester. Enfin voilà, on peut avoir aussi des journées, une baisse du nombre de jours consécutifs par saison sans précipitation. Donc au plus on a des jours consécutifs sans précipitation, au plus on a des risques de sécheresse forts. Donc voilà, cette sécheresse forte, elle va surtout s'augmenter en été à l'automne, moins sensible en hiver et au printemps. Et si par contre on regarde un autre agro-indicateur climatique, c'est la date de reprise de végétation. Donc là, je suis partie sur une simulation de l'atteinte du seuil de 200 degrés en base 0 degré. Donc c'est pour des céréales par exemple qui ont besoin de 200 degrés jour pour reprendre leur végétation, voilà, donc par exemple un blé tendre. Et ben on va voir que là par contre on va vraiment gagner en précocité et que c'est vraiment très significatif parce que tout est en dessous de la période de référence et donc là la précocité va être avancée d'au moins 9 jours, hein, ça c'est le minimum, à l'horizon 2050. Voilà, ça c'est une donnée plus fiable, plus marquée. Et donc, je vous donne juste des exemples pour que vous compreniez comment marchent ces indicateurs, mais il y a plein de choses à voir et plein de choses à étudier pour comprendre exactement comment ça va vous impacter. Un autre outil qui est beaucoup plus poussé, moins grand public et qui est vraiment destiné aux agriculteurs, c'est l'outil Climadiag Agri. Donc, vous aurez le lien également qui vous sera envoyé, mais vous pouvez aller le chercher sur Internet. Donc, toujours à l'horizon 2050 et toujours pour Valence. Là, on va pouvoir venir chercher des indicateurs agroclimatiques par type de culture. Donc, par exemple, pour les vergers, je vous ai mis ici quelques exemples de nombre de jours, de risque de gel, de pluie intense, voilà, des nombres de jours donnés. Un dernier jour validé dans un palier, donc par exemple le dernier jour de gel de printemps, c'est l'exemple que je vais développer. Mais on a aussi des nombres de jours consécutifs de pluie ou des déficits hydriques, etc. Donc c'est intéressant d'aller voir plusieurs choses. Et après, ça se présente comme ça. On a ce qu'on appelle des boîtes à moustaches. Donc en fait, c'est des outils statistiques qui nous permettent de voir la valabilité d'un chiffre et de sa crédibilité. Et donc on a sur ce dernier jour de gel au printemps, on peut voir qu'ici on va avoir une évolution faible mais présente, avec de plus en plus de précocité, même si elle n'est pas très marquée. Où là par exemple en médiane on passe au dernier jour de gel du 19 mars au 15 mars. Par contre ce qui est marqué, c'est que au maximum le dernier jour de gel passe du 4 mai au 23 avril. Donc normalement, on n'aura plus de gel en 2050 après le 23 avril. Mais donc ça, c'est intéressant, ça dit des choses, mais par contre, ça ne suffit pas à se dire est-ce que une variété donnée va risquer de geler ou pas dans le futur et à quel point elle risque de geler. Il faut aussi réfléchir à la précocité, bien sûr, parce que si les cultures sont plus précoces, peu importe que le gel arrive plus tard, la culture sera aussi très impactée. Donc c'est ce que je vous présente ici. La vernalisation et la somme des degrés jours, du coup, sont intéressants. Donc par exemple, si on prend l'abricot bergeron, il a besoin d'environ 600 à 800 heures de froid pour fleurir. Donc on va regarder une somme de température atteinte sur une période donnée pour voir à quel moment il risque de fleurir. Et donc, quand on fait nos simulations, on peut voir que, donc là, j'ai fait une simulation, donc on peut vraiment paramétrer de manière très fine et choisir nous-mêmes nos indicateurs. Donc là, moi, j'ai choisi une température entre -5 et 7,2 degrés entre le 1er octobre et le 15 mars.
de l'année suivante. Et donc, on peut voir l'évolution qui, là, et cette fois, est vraiment plus nette encore que le dernier jour de gel, avec une floraison, une atteinte beaucoup plus rapide, en fait, de cette somme de température qui va entraîner la floraison, potentiellement. Voilà, donc la médiane, on atteint, en fait, à une date donnée, au 15 mars, on va atteindre 2300 degrés au total, alors qu'avant on était à 2100. Donc on va atteindre 200 jours plus tôt, enfin voilà, on va atteindre beaucoup plus tôt. Donc après, il faut venir voilà, affiner exactement par variété, nos besoins en froid, etc. Mais on va pouvoir voilà, faire des simulations comme ça, au cas par cas, en fonction de vos exploitations, de vos variétés et de vos caractéristiques qui vous permettent de prendre vos décisions. Je donne un autre exemple, mais très rapidement, c'est par les stades phénoclimatiques, donc par exemple pour les prairies. Voilà, pour venir faucher une luzerne ou une prairie pâturable. Donc, on a donc les stades phénologiques, c'est les stades du développement hein, d'une végétation. Par exemple, pour l'herbe, on a le redémarrage de la pousse de l'herbe, la mise à l'herbe et une valorisation précoce pour un ensilage, un enrubanage, et après une donne de fauche précoce ou tardive des foins. Et on voit qu'en fait, en 2050, on gagne pas mal de précocité. Par exemple, pour une mise à l'herbe, on passe une mise à l'herbe au 11 mars en 2010 à le 6 mars en 2050. Donc on gagne 5 jours de précocité en moyenne, hein, selon bien sûr les endroits, ça va être plus ou moins précoce. Et on a vu qu'en montagne, ben, ça va être d'autant plus précoce parce qu'on est en relief et que les températures vont être plus élevées. Donc ça, voilà, là c'est bien sûr sur Valence, mais il faut regarder à chaque fois l'échelle de l'exploitation en fonction de l'altitude, en fonction du microclimat local, ce que ça va donner. Et donc là, c'est voilà, c'est une autre façon de visualiser les choses, avec une date de mise à l'herbe qui évolue, voilà, oui, au minimum, par exemple, on se retrouve de passage du 25 février au 21 février, donc on trouve à peu près la même chose avec d'autres données statistiques, voilà. Donc, une fois qu'on a identifié quels vont être les changements climatiques, comment les indicateurs climatiques vont se modifier, il va falloir voir et comprendre comment ces changements vont impacter ma production, parfois positivement, hein, ça se peut aussi, hein, on pourrait avoir des effets d'opportunité avec des nouvelles productions qui peuvent apparaître, etc. Mais sur vos productions actuelles, comment ces changements vont impacter votre production? On a différents types d'impacts. Donc, on a des impacts qui peuvent être forts, qui peuvent être faibles, qui peuvent avoir une fréquence forte et une fréquence faible. Donc, forcément, si on a voilà, je sais pas, un aléa climatique avec une tornade, par exemple, aujourd'hui, les tornades, elles ont une fréquence faible. Par contre, elles auraient un impact très fort. On va les mettre ici. Hein, pour une maison, par exemple, c'est extrêmement rare qu'on ait une tempête, mais elles auraient un impact très fort si elles étaient. Donc, on va un petit peu, nous, quand on analyse, et c'est ce que vous devez faire si vous réfléchissez tout seul au changement climatique sur votre exploitation, vous allez devoir réfléchir à quel impact va avoir l'indicateur et chaque modification d'indicateur, et est-ce qu'il va être fort, faible, une fréquence haute ou une fréquence faible. Donc, par exemple, si on regarde le passé récent, donc 2016-2024, on a eu des aléas climatiques qui ont eu des impacts forts, mais avec une fréquence faible sur les céréales. Sur le maïs, plutôt des impacts faibles et des fréquences assez faibles, enfin faibles à fortes également. Et par contre, on peut voir que sur les vergers, on a un impact fort et une fréquence forte. Et sur l'élevage, c'est pareil, c'est plutôt une fréquence forte et un impact fort, mais un peu moindre quand même. Donc voilà, ça c'est le passé récent. Et si on regarde à l'horizon 2050, eh ben, on peut voir qu'un peu toutes les cultures se rapprochent de impact fort et fréquence forte sur les aléas, avec certaines cultures qui empirent, d'autres qui se stabilisent. Hein. On voit que les vergers, par exemple, ont moins de modifications d'impact que les bovins, par exemple. Mais voilà, en fait, tout est de plus en plus impacté, de plus en plus fréquemment et de plus en plus fort. Je vais juste vous donner un exemple sur les cultures pérennes de type d'aléa et l'impact après que cet aléa donné, donc cet indicateur, a sur vos productions, même si vous le savez, hein, mais c'est juste comment nous on va l'analyser après. Donc sur nos cultures pérennes, par exemple, un gel de fin d'hiver ou de début de printemps va entraîner
Une baisse de rendement. Une vague de chaleur ou de sécheresse au printemps et en été va emmener une désynchronisation entre la floraison et les pollinisateurs et un raccourcissement des cycles de production. Donc, pareil, potentiellement baisse de rendement, bien sûr. Une grêle, baisse de rendement. Une pluviométrie excessive, maladie et baisse de rendement. En fait, voilà, chaque production va avoir certains aléas et ces aléas ne vont pas avoir les mêmes impacts sur les cultures. Donc à chaque fois, pour chaque exploitation, et chaque exploitation va potentiellement avoir des impacts différents aussi, en fonction de comment elle est équipée, par exemple pour se protéger du gel ou de la grêle, voilà, par exemple une sécheresse, en fonction de vos ressources en eau sur l'exploitation, vous n'allez pas être impacté de la même manière. Donc comment identifier ensuite les leviers d'adaptation les plus adaptés à mon exploitation, une fois qu'on a identifié les leviers, enfin les impacts de mon exploitation du changement climatique, ben, comment j'identifie les leviers, les prioritaires en fait, parce il y a plein de choses qui existent, mais comment on ne peut pas tout faire en même temps. Donc comment on identifie ça sur son exploitation? Bah, tout d'abord, il faut bien se dire qu'on a des leviers sur toutes les composantes de l'exploitation. Souvent, on voit qu'une partie de notre exploitation, mais il faut bien réfléchir globalement sur l'exploitation. Sur les bâtiments, sur la ressource en eau, sur la gestion de nos couverts, notre paillage, gestion du sol, quand on a des animaux, la conduite du cheptel, les ressources alimentaires du cheptel, et une diversification potentiellement des ateliers. Là, je vous fais référence notamment à un site internet qui est très intéressant qui s'appelle GECO. Donc, c'est un petit peu interactif, on peut aller venir voir sur chacun de ces leviers des idées de choix techniques, de changements de pratiques possibles. Voilà, ça donne pas, c'est pas complètement complet, mais par contre, ça donne une bonne base de réflexion. Donc, chaque levier entraîne une diversité de choix techniques possibles et de changements de pratiques possibles. Il faut bien à chaque fois qu'on envisage un changement de pratique ou façon de faire, il faut penser à toutes les conséquences de ces choix. Donc il y a des conséquences au niveau économique forcément, que ce soit parce qu'on va faire des nouveaux investissements ou parce que ça va modifier notre commercialisation, ça va impacter notre chiffre d'affaires, ça peut impacter aussi du coup notre EBO au final et donc la viabilité de l'exploitation, sa rentabilité et in fine c'est votre rémunération qui est derrière. Donc il faut bien réfléchir à tout ça. Et ça peut modifier également, une chose importante, c'est l'organisation de l'exploitation et de son fonctionnement en termes de mécanisation, mais par exemple aussi en termes de main-d'œuvre. Quand on pose des filets par grêle et qu'on veut se protéger d'un aléa climatique assez précoce, eh bien, on va devoir mobiliser beaucoup de main-d'œuvre à une période où on n'en avait pas auparavant. Donc, il faut fidéliser notre personnel, des charges de main-d'œuvre en plus, et ça demande de l'organisation et du temps de gestion en plus sur l'exploitation. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Il ne faut pas juste voir, je veux me protéger contre la grêle, je mets des filets. Ben, en fait, c'est quoi les impacts outre la viabilité économique de l'investissement? En fait, ça va donner quoi après en termes de charges de main-d'œuvre en plus, etc., etc. Donc, il faut bien prendre en compte tous les paramètres quand on prend une décision là-dessus. Donc ça, c'est ce que je disais. Et ces leviers qu'on va prendre en compte et qu'on va essayer de modifier, il faut les articuler avec une stratégie de développement de l'exploitation plutôt globale et long terme, et avoir une notion de trajectoire d'adaptation, c'est-à-dire comment on va progressivement aller vers une adaptation de plus en plus conséquente, parce que les conséquences climatiques sont aussi conséquentes, et on a certains leviers qu'on va pouvoir activer à court terme, même à l'échelle d'une année, hein, on peut changer dès maintenant ce qu'on va mettre en place pour la saison qui arrive, et un petit peu à moyen et long terme. Donc on parle de trajectoires d'efficience qui sont vraiment court terme, mais il y a aussi, et qui vont pas avoir nécessité beaucoup de changements et qui vont juste améliorer l'efficience de vos pratiques. Mais il y a aussi après des trajectoires de substitution où on va faire des modifications un peu plus conséquentes sur la façon dont on travaille ou les choix techniques. Et il peut carrément y avoir une trajectoire un peu plus long terme de reconception. Donc, par exemple, des changements de culture ou des arrachages, etc. Des changements de pratique, des changements des changements beaucoup plus globaux. Donc, l'efficience, son objectif, c'est de réduire les ressources rares et coûteuses.
Donc, par exemple, certains fertilisants qui vont permettre de gagner un tout petit peu de rentabilité, mais qui au final vous coûtent cher, hein, et nous n'apportent pas grand-chose. D'optimiser le procédé agricole actuel via des changements limités. Donc, c'est venir gratter un petit peu, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien déjà, hein, donc aller gratter pour améliorer notre BE, gratter sur les charges et pour optimiser notre revenu. Donc, on peut ajuster une variété cultivée aussi pour prendre une résistante, plus résistante à la chaleur, plus résistante au stress hydrique. Si on a des déficits fourragers, ben, vendre des animaux, que ce soit dans l'urgence ou à plus long terme, en se disant, bah, en fait, je vais être un peu plus autonome en fourrage. Une stratégie de substitution, c'est venir modifier certaines composantes du système sans changer la finalité du système. Donc là, bah ouais, ça va par exemple remplacer le maïs par du sorgho quand on fait des céréales pour faire face aux contraintes hydriques, puisque le maïs est très gourmand en eau. Et ça peut être de diversifier les ressources fourragères aussi sur l'exploitation. Et après, la reconception, bah, ça va être carrément repenser globalement le processus de la ferme qu'on va adapter aux contraintes climatiques, recomposer un assolement, des rotations, créer une nouvelle activité économique sur l'exploitation, etc. Donc, on va vraiment reconcevoir globalement par rapport au changement climatique. Et donc, ça, c'est des changements qui prennent un peu plus de temps. Excusez-moi, je bois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Les filières, elles prévoient déjà des adaptations. Elles se sont saisies du sujet du changement climatique. Donc, par exemple, pour les fruits et légumes, pardon, en amont, donc à la partie production, les filières elles réfléchissent à développer l'irrigation, à faire de l'irrigation de précision, à développer l'intelligence artificielle pour mieux planifier les choses, sécuriser l'accès à l'eau. Donc, les filières se mobilisent là-dessus. Réutiliser l'eau, il y a plein de choses à faire. Mettre en place des vergers sous abri. Gérer la grêle, les ravageurs, etc. Donc, on a tout un arsenal de stratégies mises en place. Pareil sur l'aval, hein, pour que les capacités industrielles pour gérer les imprévus elles soient là, des outils de tri à l'usine pour gérer les fruits abîmés, peut-être ça commence à réfléchir à ok, faire de la transfo en fait avec nos fruits abîmés, hein, pour éviter le gaspillage. Donc les filières là-dessus, elles sont en train de se travailler, donc on travaille sur de l'efficience. Par contre, pour l'instant, elles misent pas trop sur tout ce qui est substitution et reconception. C'est pas leur cœur de métier. Et du coup, donc on a beaucoup sur le stress hydrique, la gestion de l'eau, etc. Mais c'est pas des mesures transformantes et elles vont pas en fait aller chercher l'horizon 2050 et les changements globaux dont il y a besoin. Elles vont faire, il faudrait passer en fait plutôt de la protection qui est actuelle à désensibiliser le système pour qu'il soit plus résilient. Et ça reste sur de la performance, alors qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on aurait besoin d'aller sur de la robustesse. C'est-à-dire arrêter de chercher des rendements maximum. Donc, par exemple, miser sur beaucoup de salariat pour optimiser le rendement, etc. Parce que bah, déjà, les prix sont pas forcément tout le temps là et que la main-d'œuvre et tous les coûts, globalement, ne font qu'augmenter. Mais plutôt venir sécuriser un rendement minimum nécessaire en limitant les frais. Et donc ça, c'est plutôt de la robustesse, c'est venir rendre robuste le système avec un rendement moyen qui soit sécurisé plutôt que de chercher à faire des pics de rendement. Voilà. Parce que ça, en fait, on se rend bien compte qu'on n'y arrivera plus. Notamment en céréales, on voit qu'il y a une stagnation en fait des rendements, alors qu'on avait une progression depuis 40 ans des rendements chaque année de céréales. Et en fait, depuis 10 ans, on a voire même un peu plus, on a une stagnation des rendements et on sait qu'on n'arrivera plus à gagner en rendement et qu'il faut maintenant essayer de sécuriser des rendements et éviter d'en perdre trop. Donc il faut vraiment changer un peu de paradigme et se dire le but c'est d'avoir des rendements tous les ans suffisants pour la viabilité de l'exploitation. Et cette robustesse, elle peut aussi être gagnée par diversifier par exemple l'exploitation pour que lorsqu'un aléa impacte mon exploitation sur une culture, ben, je m'y retrouve en revenu parce que les autres productions vont venir compenser. Donc, quels sont les leviers maintenant qui vont être prioritaires pour améliorer cette robustesse et comment on y réfléchit? Ben, c'est là où notre accompagnement à nous va être intéressant parce qu'on va baser notre accompagnement sur une probabilité d'atteinte d'un EBE cible, donc de l'EBE cible de votre exploitation en fonction de ses besoins réels. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on va venir là-dessus et comment on va vous aider à atteindre vraiment cette idée de robustesse sur le long terme et pas voir les ajustements au jour le jour.
Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est spécifique à notre Serre France, qu'on a développé et qu'on est encore en développement, et qui n'est pas offert par les autres structures à ce jour, de par notamment notre spécificité voilà, de comptabilité et de connaissances comptables de votre exploitation. L'objectif, c'est de vous éclairer sur l'avenir et de vous aider dans votre prise de décision en s'appuyant à la fois sur ce que la recherche scientifique peut anticiper aujourd'hui, donc tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, et en se basant sur la comptabilité historique de votre exploitation et en faisant des simulations sur l'impact sur votre revenu futur. Donc ça, en fait, on a plusieurs étapes qui vont venir s'articuler pour faire ça. Donc on a une simulation, en fait, à partir de vos données historiques de probabilité d'atteinte de l'EBE. Donc on fait des modélisations statistiques, hein, je vous passe les détails, mais c'est voilà, c'est de la probabilité statistique. Ensuite, d'un autre côté, enfin ça c'est pas forcément, ça peut être en parallèle, hein, on va faire les simulations sur votre exploitation, de la modification du climat avec les outils que je vous ai présentés. Et on va venir chercher des indicateurs précis adaptés à votre exploitation, qu'on va faire varier, et c'est avec vous, hein, qu'on fait ces simulations-là pour mieux comprendre, et voir comment ça va impacter vos rendements et vos charges futures. Donc ça, c'est co-construit avec vous aussi. En fait, vous allez nous dire, en fait, ouais, moi, quand j'ai un pic de température de temps sur telle durée, ça va m'impacter comme ci, comme ça, ma main-d'œuvre, ça va me faire perdre du rendement, ça va me faire perdre de la qualité de fruits, etc. Donc, on va venir voir comment ça va impacter vos rendements, vos charges et vos recettes futures. À partir de ça, on va resimuler vos données comptables et voir comment ça va changer vos probabilités d'atteinte de BE. Et on va voir du coup quels sont les facteurs prioritaires sur lesquels il va falloir jouer pour changer et pour simuler cet impact et pour limiter l'impact en fait sur le BE et stabiliser au maximum le BE et gagner en robustesse. Et voilà, donc on va prioriser et le but, c'est vraiment d'aller baisser l'incertitude d'atteinte de l'EBE, pour avoir le plus de chances possible d'atteindre un EBE et donc voilà, rendre plus robuste votre exploitation. Donc un exemple là sur une exploitation arboricole, on a pris des EBE historiques, on a l'historique de cette exploitation depuis 2014. Donc on les a traités d'année en année. On a un EBE du coup moyen qui est fait. On peut observer du coup que pour cette exploitation, on a une forte variabilité entre le BE minimum et le BE maximum entre les années, avec une moyenne qui se situe autour de 200 000 euros, et une moyenne olympique voilà, qui est à 190 000 euros. Et donc, cette exploitation-là, ça va être un petit peu son EBE cible dans le futur, parce qu'en fait, elle a des remboursements d'annuités à hauteur de 140 000 euros dans les prochaines années, un besoin de prélèvement privé de 40 000 euros, et un besoin de conciliation de trésorerie de 20 000 euros. Donc, au final, on a un besoin de BE de 200 000 euros. Donc, ça, c'est un besoin qu'on identifie avec l'agriculteur, hein. On va définir c'est quoi notre objectif de BE et comment on va essayer de l'atteindre au maximum. Donc nous, en fait, quand on fait nos statistiques, on obtient quelque chose comme ça. Donc, ça s'appelle une courbe de Gauss, hein, pour les statisticiens. Donc, c'est la probabilité que vous avez ici en verticale d'atteindre un certain EBE après cotisation sociale ici. Donc là, à 200 000 euros, c'est ici, c'est ce qu'on est, on est en plein milieu. Donc, on a une probabilité d'intervalle de confiance qui est on a 50% des chances quelque part enfin 95% pardon, des chances d'avoir entre moins 55 000 et 467 000 euros de BE. Donc l'objectif, en fait, ça va être de venir resserrer cet intervalle de confiance au maximum et d'avoir de plus en plus de probabilité d'atteindre de 200 000 euros de BE. Mais on aura forcément des années plus, des années moins. Et c'est surtout d'essayer de ne pas avoir de BE négatif. Donc changer les facteurs, en fait, et gagner en robustesse va permettre de resserrer cet intervalle-là. On obtient du coup une situation actuelle avec un EBE médian donc, de 200 000 euros, et donc on peut voir une distribution en fait, des chances d'atteindre un EBE. Donc on a 50% de chances d'atteindre 200 000 euros de BE, 38% au moins d'atteindre 250 000 et 61%, 62% presque d'atteindre 150 000. Une fois qu'on a fait, voilà, donc ensuite on va faire notre simulation climatique. Donc ça, c'est co-construit, c'est en partie fait seul et en partie co-construit avec vous. On va avoir des indices de vulnérabilité. Les exploitations ne seront pas toutes sensibles de la même manière aux faibles températures d'hiver, etc. Donc on va voir comment le climat va changer et à quel point il risque après d'impacter l'exploitation et donc le BE. Donc voilà, pour plein de critères différents.
Et après, on revient donc sur notre simulation climatique, on fait des hypothèses sur les rendements. Donc, on fait une hypothèse qu'on perd 10% de rendement, 5% de rendement ou 0% de rendement. Voilà, on peut faire aussi varier d'autres hypothèses, hein. En plus, on peut rajouter des hypothèses sur les prix, des hypothèses, donc par exemple avec un effondrement des prix ou une augmentation des prix ou une augmentation donc, des prix de vente, mais aussi augmentation des prix des fournitures, par exemple, qui vont augmenter, des intrants. Donc on peut faire varier en fait grâce à ces simulations-là plein de paramètres en même temps qui vont se combiner. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec un bête tableau Excel à la main, on pourrait faire varier un ou deux critères maximum en même temps, mais on ne pourrait pas faire varier tous les critères en même temps. Alors que là, notre simulation, c'est vraiment ça qu'elle permet, c'est là où c'est très intéressant. On va pouvoir changer plein de facteurs et faire et simuler plein d'années en même temps pour avoir une probabilité réaliste de chance d'atteindre ces EBE. Et donc, on voit que là, voilà, quand on a fait nos hypothèses, on va avoir des chances d'atteindre notre EBE qui diminuent. Hein, c'est assez logique, hein, les aléas augmentent, les rendements baissent. Donc voilà, on a un intervalle qui se resserre, on a de moins en moins de chances d'atteindre notre EBE. Et donc, on va venir voir maintenant quels sont les facteurs qui vont plus ou moins influer sur les chances d'atteindre cette EBE. Et donc, on a un EBE médian pardon, qui passe de 202 000 euros à 176 000 euros. Donc, on voit bien que là, en l'état actuel, ça veut dire que la rentabilité de l'exploitation va se dégrader petit à petit. Donc, bon, il va falloir faire quelque chose. Et on augmente l'incertitude d'atteindre. Voilà. Donc, comment prioriser les leviers qui jouent sur la robustesse? Donc, ça, c'est une fois qu'on a fait notre modélisation, on a un graphique qu'on appelle un graphique tornade d'atteinte de l'EBE et de quel facteur joue le plus sur l'EBE. Donc tout en haut, en fait, on a le facteur qui va jouer le plus pour cette exploitation-là, sur l'atteinte de l'EBE. Donc pour cette exploitation-là, c'est le rendement des pommiers. En deuxième, ça sera bon, les indemnités et subventions, bah forcément, puisqu'en fait, les indemnités d'assurance notamment vont venir compenser les pertes et les aléas et donc permettre de maintenir ou pas un EBE correct. Voilà, ensuite les rendements d'abricotiers, etc. Et à la fin, à l'inverse, on a des facteurs plutôt de robustesse parce qu'ils influent peu sur le BE. Donc, par exemple, les prix des pêches, des nectarines, etc., se retrouvent ici. Et les achats externes, les prix des prunes, etc. Donc, les facteurs de robustesse, ça peut être notamment les productions où on a très peu de surface. C'est le cas ici. On a très peu de surface de prunier, donc on a à la fois le rendement en prunier et le prix en prune va très peu impacter la robustesse de l'exploitation et la capacité à faire un EBE. En revanche, par exemple, si on regarde, on voit que le prix des pommes influe beaucoup moins que le rendement des pommes sur cette même exploitation. Donc, on a ici les facteurs de variance de l'EBE et en bas les facteurs de robustesse. Donc, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus cette présentation-là, que beaucoup plus de facteurs se retrouvent avec un faible écart par rapport à la moyenne de sortie et qui se retrouvent dans ces facteurs de robustesse. Donc, l'objectif, nous, ça va être vraiment d'aller croiser les données techniques, économiques et environnementales pour sécuriser vos revenus. Et donc, ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est un déroulé d'accompagnement qu'on avait conçu dans le cadre de la réponse à un appel à projet fait par l'ADEME. Donc, on vient d'avoir la réponse aujourd'hui, comme quoi on n'avait pas été retenu malheureusement sur ce dossier-là. On va travailler en partenariat avec l'ADIS sur de l'élevage en Nord-Isère, mais on ne pourra pas travailler dans le cadre de cet appel à projet sur notre territoire ici dans la vallée du Rhône. Mais donc du coup, c'est un accompagnement qu'on a pensé qui est cohérent et qu'on va vous reproposer cet automne avec une reconceptualisation du financement pour que vous ayez un reste à charge minimum et que du coup, ça soit viable pour vos exploitations d'envisager de vous faire accompagner. Parce qu'on sait bien que malheureusement, la conjoncture fait que les charges, notamment d'accompagnement et de conseil, sont de plus en plus importantes pour, pour vous. Et que du coup, vous ne pouvez pas forcément aller vous faire accompagner sur tout ce que vous souhaitez. Donc, on est en train d'essayer de concevoir une offre adaptée et viable pour vous.
Donc, dans l'idée, cet accompagnement, il se présenterait de la forme suivante. D'abord, une phase un petit peu d'analyse simplifiée préalable. On va venir un peu plus dans le détail de ce qu'on a fait aujourd'hui et venir voir un petit peu déjà, débroussailler un petit peu ce qui va se passer au niveau de votre exploitation et de voir faire une première feuille de route de quoi vous avez besoin pour commencer à réfléchir à vous adapter au changement climatique, faire un état notamment de vos forces et de vos vulnérabilités. À l'issue de cette étape-là, qui pourrait être fait en collectif et où là c'est intéressant parce qu'on échange par exemple entre arboriculteurs ou entre viticulteurs sur comment vos exploitations vont être impactées et comment y faire face, ben, vous allez pouvoir prendre une décision de continuer ou pas la démarche et d'entrer dans une analyse plus approfondie où là, on va pouvoir venir du coup partager des enjeux plus pointus, affiner l'analyse, évaluer du coup la robustesse de l'exploitation en faisant ces fameuses projections de rentabilité d'atteinte d'OBE et identifier du coup des leviers prioritaires pour votre exploitation et définir un plan d'action. Donc, une fois qu'on a fait ces étapes-là, donc ça peut varier entre 2 et 3 jours de travail hein, avec nous en partenariat pour arriver à avoir un plan d'action concret réaliste aussi de changement. Et après, on se donne un temps où vous mettez en place ce plan d'action. Donc, même s'il y a des actions qui vont être plutôt plus ou moins court terme. Et pendant 2 ans, on prend le temps de vous suivre sur la mise en place de ce plan d'action, de voir, d'ajuster la feuille de route si vous dites qu'il y a des choses qui finalement ne sont pas réalistes. Et à la fin, de faire un bilan de, OK, sur ce que vous aviez prévu de faire, est-ce que vous avez pu le faire ou pas? Est-ce que vous avez dû ajuster le plan d'action? Et voilà, et on vous accompagne en fait tout au long de cette mise en place de changement. Donc voilà, une étape qui avait été pensée sur 24 mois, donc on va voir comment ça peut être fondu. Mais l'idée vraiment, c'est de voilà, utiliser un petit peu les simulations qui existent déjà scientifiquement du comment le climat va évoluer, évaluer avec vous en quoi ça va impacter votre exploitation concrètement et comment ça va jouer sur votre revenu futur en fait, parce que c'est le nerf de la guerre si vous voulez pouvoir continuer à être rentable dans le futur. Et donc la conclusion, c'est il faut que vous investissiez pour l'avenir et la pérennité de votre exploitation pour faire face donc à tous ces dérèglements climatiques. Voilà, donc je vous propose d'échanger, j'ai pas eu de retour de questions pour l'instant, mais je vous propose un temps de réponse et d'échange à vos questions. Là, vous avez aussi bah, du coup le mail de contact, mais en fait, bon, pour l'instant, c'est moi qui traite les demandes, mais voilà, vous pouvez aussi aller voir sur notre page internet, on a une page dédiée à la notion de climat. Vous avez pu voir aussi qu'on avait dans notre dernière newsletter, j'avais fait un petit article sur justement le changement climatique et quelques données déjà que vous avez pu retrouver aussi dans ce webinaire. Merci Allez, à merci tous pour beaucoup. votre présence. Merci beaucoup. Oui, Merci. à bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au Au revoir. revoir, merci. Au revoir.